Aujourd'hui, grosse session vidéo, un unboxing vraiment original et vraiment important pour nous et qui s'inscrit dans, en fait, c'est le Hacktoberfest ce mois-ci avec des concours d'écriture, avec une submission due au 2 novembre prochain. Donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de participer au Hacktoberfest et surtout de se fixer des dates fixes à l'avance de livraison de logiciels. Donc je vais commencer par une petite illustration du concept de Eating Your Own Dog Food, donc manger la nourriture de son chien. Donc c'est vraiment ce qu'on a utilisé pour le produit que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je vais juste vous montrer la partie, on va commencer par la partie développement de produit, Product Management. Donc un petit rappel, le dog food, c'est pour tester des produits qu'on développe, mais soi-même, et commencer par les utiliser soi-même au quotidien. Et au quotidien, ça veut dire tous les jours, et en équipe, et donc à plusieurs. Donc on peut normalement, sur le papier, donc je suis assez fan de cette technique-là, évidemment, vous l'aurez compris, mais surtout on peut améliorer le contrôle de la qualité, développer de nouvelles compétences, faire ce genre de choses, et donc démontrer que le produit vraiment il est viable. Donc le dog fooding, qu'est-ce que c'est? Donc on va pas faire un cours sur le dog fooding, je vais être assez rapide, mais on va arriver à la substantifique moelle. Donc voilà. Ça veut dire que en termes de développement, on va identifier des bugs très tôt, puisqu'on va nous-mêmes utiliser le produit, donc on va être les premiers à impacter. Également, on va tester le logiciel en conditions réelles, donc au quotidien en l'occurrence. Et puis le tester en interne avant de le proposer à d'autres. Donc là en plus ça va être du logiciel open source, donc vraiment le partage il va être important et vraiment au plus il y a d'utilisateurs, au plus on améliore la qualité, mais également au plus on met du challenge sur les impératifs de qualité et d'automatisation, puisqu'on n'a pas forcément un temps très important à consacrer au développement de ce produit dans le cas présent. Et puis ça peut être vu comme un signe de confiance soi-même, puisque si on se dit, tiens, eux, ils l'utilisent pour eux-mêmes, nous aussi, on va l'utiliser. Donc là, ça, c'est le point 4. Les bénéfices. Donc voilà, vraiment, c'est améliorer la qualité du produit en l'utilisant soi-même. Donc voilà pour l'intro sur le dog fooding. Et maintenant, je vais entamer la substantifique moelle, c'est-à-dire la gestion des cycles de fin de vie. Donc il y a quelques temps de ça, donc maintenant, pratiquement 3 ans, donc le 14 décembre 2022, j'avais écrit un article et réalisé une vidéo sur comment gérer de manière optimale les cycles de vie des logiciels. Donc les cycles de vie des logiciels, c'est pas une lubie, c'est pas en fait maintenant avec les contextes de risque cyber, ça n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose à faire en marge, donc c'est quelque chose à faire en continu. Et donc l'idée c'est de connaître les cycles de vie des applications. Donc une application elle est créée, elle est mise à jour, elle est maintenue pendant un temps, il faut connaître la stratégie de cette mise à jour en continu de manière efficace pour pouvoir maintenir efficacement les services selon leurs conditions d'exploitation. Et c'est vraiment là-dessus que je vais travailler. Donc personnellement, je contribue à ces données. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir la couverture maximale de la stack que j'utilise au sein, par exemple, des produits que je développe avec mon équipe, et donc de les faire rentrer dans le formalisme de endoflife.date. Donc vous voyez ici, donc c'est toutes mes contributions, il y en a certaines qui sont ouvertes. Donc vous voyez qu'il y a plein de produits OpenTofu, Prometheus, Kubernetes, Keycloak, Arbor et j'en passe et des meilleurs, avec voilà, donc toutes ces contributions qui sont faites avec beaucoup d'automatisation sur endoflife.date, mais également de l'amélioration de data, etc. Et donc l'avantage de tout ça, c'est qu'on a une interface unique et uniforme pour gérer les cycles de vie de plein de produits par API, en data, etc. Donc également, je peux vous faire pointer vers toute la série que j'ai dédiée à la sécurité du logiciel, avec des logiciels comme Trivi, comme Gripe, et qui sont en lien avec le cycle de vie des applications, puisque effectivement, quand une application n'est plus mise à jour, eh bien des failles vont commencer à apparaître, être connues, et donc potentiellement être exploitées. Donc voilà la série dédiée ici à endoflife.date. Donc vous voyez pas mal de possibilités, un gros potentiel.
Et donc là, ben voilà, donc j'avais rajouté Squid, qui est vraiment un composant très largement utilisé. Et puis également, j'avais rajouté Argo CD, j'avais contribué à Argo CD, ce qui fait que si on va sur Argo CD, eh bien, de manière uniforme, je vais avoir les cycles de vie, savoir quand est-ce qu'elle est la prochaine version, quand est-ce qu'on est en fin de vie, etc., etc. Et puis, plein d'informations sur la cadence de release, etc. Donc voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc ça fait suite à un hackathon que j'avais fait en tout début d'année, on va dire presque l'année dernière. Et je m'étais lancé sur réécrire ou partiellement en vibe coding, en Go, un petit client pour porter l'outil EOL, qui est actuellement en Python, donc ici, open source, qui est un super outil. Mais porter cela en Go pour pouvoir le déployer sur un nombre important d'architectures sans avoir à installer quoi que ce soit, puisqu'on est dans le domaine de la sécurité. Donc le but, c'est de déployer un logiciel puisqu'on est dédié à la sécurité, qui n'injecte pas des problèmes de sécurité lui-même. Donc à l'époque, j'avais commencé à faire tout ce travail, et puis j'avais commencé à jouer avec Go Releaser, etc. Et c'était vraiment très séduisant comme approche, j'avais beaucoup aimé. Et je m'étais dit, ben tiens, ça c'est un bon candidat pour de l'innovation et améliorer le workflow de maîtrise de la dette technique. Voilà un peu ma motivation. Entre-temps, également, il y a une version 1, la version 1 de l'API de endoflife.date qui est sortie avec des grosses améliorations. Donc j'ai réécrit mon notebook sur Kaggle avec en output une base DuckDB. Et donc on voit avec beaucoup de possibilités d'exploitation de données, de reporting, etc. Donc là, par exemple, je mettrai la vidéo en lien. Mais voilà. Voilà un peu l'histoire et le potentiel de ces données. Donc aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour connaître le cycle de vie d'une application? Bon, bah, les mots-clés, en gros, c'est le nom du produit, EOL, c'est le terme consacré, end of life, et puis ensuite, life cycle, cycle de vie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans les hits Google? C'est qu'on a une très bonne indexation par Google, et on va tomber en premier lieu sur Postgre avec la vue, et comme je vous l'avais promis, important à mentionner, une version API de tout ça. Donc tout cela est parfaitement interopérable. Mais généralement, on va plutôt, si on tape, on ne sait pas trop quoi chercher, on va plutôt avoir ce genre de vue-là, et ça n'est pas interopérable. Ça n'est pas pratique à exploiter au quotidien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer, ça y est, la fin du MVP de Geol. Donc Geol, qu'est-ce que c'est? Geol, voilà, un outil qui va utiliser l'API de endoflife.date pour interagir de manière super efficace depuis le terminal et offrir plein d'idées, et puis développer de nouvelles idées, et surtout être capable de très facilement interagir avec les cycles de vie des applications, de stack, de les monitorer, de faire du reporting, et vraiment de proposer le maximum de souplesse à un maximum de personnes, et des personnes de profils très différents. Donc voilà Geol. Les profils de personnes qui sont intéressées par cela, donc il y a des labels sur les issues directement, donc ça c'est la partie product management, et donc on peut voir les CIO qui sont intéressés, et donc sur chaque fonctionnalité, je suis venu positionner des labels. Par exemple, si on est plutôt sysadmin, donc si je viens sur les issues et que je veux voir un peu quelles sont les fonctionnalités que j'ai estimées intéresser par exemple un sysadmin, voilà, donc je vais filtrer, et un sysadmin parmi les fonctionnalités qui ont été implémentées, et ben voilà, les voilà. Ok, donc ensuite petits éléments de ressources, et puis le quick start. Alors aujourd'hui, pour installer le logiciel, c'est super facile.
Donc deux possibilités. Là aujourd'hui on va travailler surtout avec Brew et Homebrew. Donc pour les petits curieux, Homebrew, le voilà. Donc en fait on va passer les mêmes commandes que ce soit sur macOS ou sur Linux. Mais bien garder en mémoire que le processus de release qui est effectué avec GoReleaser fait du build pour un nombre très important d'architectures. Si vous ne trouvez pas celle qui vous intéresse, donc là par exemple on voit le Windows, on a de l'ARM, on a tout ce qu'on veut. Si jamais vous ne trouvez pas votre architecture, eh bien vous savez vers où se tourner, vers Unissue. Et donc voilà, et tout est fait en continu et on release le plus tôt possible. Donc aujourd'hui c'est le MVP, donc date de livraison le 2 novembre. Aujourd'hui on se concentre sur dire que Geol existe, et en termes d'issue fermée, et bien voilà quand même une collection vraiment importante d'éléments qui ont été produits. Et en termes de projet, donc pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans le suivi, eh bien le projet a un Kanban disponible qui est public. Et donc on peut voir ici les éléments qui ont été traités, et puis ceux qui sont en train d'être faits. Et puis voilà, donc là aujourd'hui on voit que je suis en train de travailler sur cette issue. Donc la vidéo en cours de production, et puis plein de contributions avec l'assumption de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et puis des petits previews sympas qui nous ont permis d'améliorer le produit en faisant des petits teasers sur par exemple ici le cycle de vie de Mandrel. Donc on voit que déjà le look and feel il est vraiment sympa. Et notamment voilà, hop. Donc c'est parti, on va, et puis oui, donc effectivement dire que Geol existe, donc il va être ajouté au site endoflife.date parmi les contributions, les outils qui sont liés à l'API de endoflife.date, puisque c'est extrêmement communautaire. Donc c'est parti pour Geol. Donc moi évidemment je l'ai déjà installé. Donc on va partir sur la partie Brew. Et comme c'est déjà installé, ben, ce qu'il va me falloir faire c'est regarder si par hasard je suis bien à jour. Donc là je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà installé le logiciel. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un répertoire Geol démo au cas où je créerai des fichiers. Voilà. On va un petit peu zoomer et on va voir si par hasard j'ai des... Ah oui. Donc on va voir si par hasard j'ai des mises à jour à faire. Donc ça, vous voyez, je le fais très régulièrement. Donc est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été poussées? Et donc là, on voit qu'on a une formule qui n'est pas à jour, un casque, donc Geol. Et Geol, donc qui va être normalement mis à jour, en même temps que Hugo, UV, Crush, etc. Et on voit également que j'utilise GoReleaser et Gemini CLI. Donc on va laisser le processus de mise à jour se dérouler. Également GitHub CLI. Donc vous voyez, super facile à maintenir. Et donc ça veut dire que l'outil s'inscrit dans le même cycle de maintenance de tous les autres logiciels que j'utilise. Donc il n'y a aucun effort à faire, c'est parfaitement traçable. Donc on va le laisser finir ses mises à jour. Et quand même, puisqu'on travaille sur la sécurité, on va voir le niveau de sécurité de ce nouveau binaire que j'ai installé sur ma machine. Donc je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. On va essayer de tout faire en temps réel.
Donc Gemini Click que j'utilise souvent pour interagir également avec Geol, puisqu'on peut faire plein de choses vraiment très puissantes avec très peu d'efforts. Ça y est, Geol arrive. Donc on voit que c'est une bug fix release. Voilà, donc je bascule sur un terminal. Où est-ce que je suis? Donc voilà, ici. Et la première chose qu'on va faire, c'est que on va voir le niveau de sécurité de ce binaire que j'ai introduit. Donc je vais demander à Gripe d'aller inspecter le contenu de ce qu'il y a dans Geol. Donc on va voir un petit peu. Donc vous voyez, tout est fait en direct. On va voir un petit peu quel est le niveau de sécurité de ce binaire que je viens de mettre, d'installer sur ma machine. Donc le logiciel est open source, hein, donc il est scanné en permanence. Il y a des actions code QL qui viennent regarder les pratiques de code et voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc il y a une security policy qui a été positionnée. Donc au niveau sécurité, vraiment, c'est très exigeant. Donc Gripe est toujours en mode de préparation sur la base de données des vulnérabilités. Et le rapport ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Donc déjà, on sait qu'on vient d'installer un binaire. Juste par si. Hop. Donc Geol, hein, donc il est dans Brew. Et surtout, il n'a aucune vulnérabilité. Donc déjà, on sait qu'on n'a rien introduit de mauvais sur notre machine. C'est déjà un bon début. Donc, eh bien, c'est parti pour la suite. Alors, on va parler de l'écosystème existant. Donc, Geol fait partie d'un écosystème. Il utilise l'API de endoflife.date. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est, vu que c'est un logiciel de sécurité, on voit le niveau de licence. Donc c'est du Apache. Si par exemple, je viens chercher tous ces logiciels de DevSecOps, on va voir qu'ils ont un niveau de licence qui est vraiment dédié à ce genre d'outils. Donc là, on va voir qu'on est en Apache également de license. Donc voilà pour le niveau de licence, et pour Trivi, ça aurait été pareil. Donc on a Gripe qui analyse tout ça. Mais en termes de logiciels connexes, on a des cousins, on va dire. Avec par exemple Xeol. Donc Xeol, lui, va venir se positionner pour analyser des images, on va dire Docker, OCI, venir les inspecter et chercher dans une image, faire un reporting, nous dire ce qui est en fin de vie. Donc ça permet vraiment de manager le cycle de vie pour les applications conteneurisées. Et donc c'est un client de l'API. Et puis bien sûr, on a EOL, qui est l'outil historique développé en Python. Donc voilà pour le choix de la licence. Donc on a installé Geol. Donc en bon utilisateur du terminal, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire? Eh bien ça va être... alors si on est sysadmin, on va peut-être avoir envie d'aller chercher le manuel. Et là, boum, bonne surprise, entre guillemets, on déploie les pages man en continu. Donc pour ceux qui sont admin 6 ou qui utilisent de l'IA, eh bien en fait, voilà, c'est packagé en tant que man pages. Et les man pages, par exemple, pour un agent IA, c'est super pratique à être utilisé. Évidemment,
on va aller regarder maintenant l'aide. Donc l'aide est également implémentée comme ça. Donc pour nous, bah, les développeurs au quotidien, c'est quand même plus sympa à utiliser. Et on va aller donc là déjà qu'on voit qu'avec Fiche, j'ai l'autocomplete de mes commandes. C'est super confortable. Donc on est en 1, 2, 0, oui, effectivement. Et puis on va aller voir un peu de quoi parle Geol. Donc là, voilà, on commence à interopérer. Donc on est extrêmement précis sur le binaire, sur le niveau du source, sur comment ça a été buildé, sur quel runtime ça a été buildé et compilé, le niveau de licence, également le code source. Donc rien n'est laissé au hasard. Également la roadmap pour savoir un peu où on est et où on va. Et puis bien sûr le lien vers l'API, puisque sans API, eh bien, on ne peut rien faire. Donc voilà un peu où on en est. Et puis ben, on va pouvoir commencer un peu à regarder comment tout ça fonctionne. Donc déjà, on voit qu'on a un système de cache qui en fait contient localement les fichiers vraiment structurants de catégories, de types de produits, etc. Donc là, ça permet d'aller plus vite. Donc, donc voilà, pour le cache, on a ça. Et donc, si je fais un refresh, donc par défaut, le cache a une durée de 24 heures, donc en arrière-plan. Il va faire un refresh et donc là on voit qu'on a 423 produits, 83 tags et des catégories. Donc il faut savoir qu'il n'y a aucun miracle. Tous ces fichiers sont stockés en local dans un répertoire dédié, mais normalement on n'a pas besoin d'aller regarder dedans. Voilà. Donc on voit qu'on n'a pas besoin d'éditer, il ne faut pas éditer, et puis qu'on a un ensemble de fichiers qui sont structurés. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer un peu la cuisine, mais on n'a pas besoin d'aller là. Hein. Donc voilà, donc là on voit qu'on a les catégories qui sont stockées, qui changent très peu. On a également les tags. Donc là on voit que par exemple on a plein de produits, on verra un peu plus en avant. Et puis on a les produits. Voilà, qui sont ici. Donc voilà un peu pour le cache. Donc vous voyez que le cache, le refresh du cache est super rapide, tout est mis en cache également en cloud. Hein. Donc quand on appelle l'API, on appelle en fait des caches qui sont distribués. Et puis je peux nettoyer mon cache. Voilà. Et puis on va laisser comme ça le cache nettoyé. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc là vous voyez, il n'y a plus rien dans le cache, mais c'est pas grave, on va le laisser se débrouiller tout seul. Et si je demande le statut, voilà. Donc il n'y a pas de fichier, il ne trouve pas le cache, donc il va créer le cache pour nous et puis tout est reconstruit comme promis. Donc voilà un peu pour la partie du cache. On a montré le cache, le about, la complétion. Si on est sur fiche, ça se fait tout seul. Sinon, ça marche aussi pour ZSH. Donc comment on met en place? Bon, et bien voilà, il y a toute la doc qui est là, qui est en ligne,
qui fait partie du menu d'aide. Voilà. Donc maintenant, on va aller un peu regarder qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut lister. Et donc, on voit qu'on peut lister des catégories. Donc, eh bien, on va voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc, quelles sont les catégories Ops. Autant pour moi. Donc, quelles catégories on a? On a les bases de données, les frameworks, les langages, etc. Voilà. Donc, par exemple, si on veut aller sur End of Life, si on veut y aller en mode navigateur, donc on voit que Postgre, par exemple, c'est une database. Et donc, database, il est ici. Donc, on a les catégories. Également, si je viens ici et que je cherche Java, qui n'est un produit qui n'existe pas, on va voir que, par exemple, si je prends le premier, on a tout un ensemble de tags. Ici. Par exemple, framework, c'est un tag. Et donc, voilà, il y a framework, PHP Runtime, etc. Donc, je peux lister également les tags. Voilà. Donc, voilà pour les frameworks, les catégories et les tags. Et puis maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est qu'on va aller regarder vraiment le noyau de la chose, ça veut dire les produits. Donc, on va lister les produits. On va quand même regarder l'aide. Donc, on voit que la première commande, ça va être lister les produits, donc sans flag. Et puis qu'il y a quand même une commande tri. Donc, on va commencer par juste lister les produits. Donc on voit qu'il y en a beaucoup, hein, donc 423 comme annoncé. Mais également, on voit qu'on a une option tri. Donc on va aller regarder un peu ce que c'est. Et donc là, on voit que, par exemple, les produits ont un nom principal et ils ont des alias. Donc moi, par exemple, qui suis un grand fan de Postgre, Postgre a plusieurs petits noms. Donc par exemple, on peut l'appeler PG, PGSQL, Postgre, PSQL. Et donc par la suite, quand je vais vouloir avoir les détails d'un produit, il suffira d'appeler PostgreSQL ou un de ses alias. Donc voilà pour les produits. Et puis maintenant qu'on a listé les produits, et maintenant on va pouvoir regarder un peu plus profondément ce que c'est que... donc là, vous voyez, on a testé pratiquement toutes les commandes. On va aller regarder maintenant le détail d'un produit. Donc, si je reprends... hop. Donc, on voit que PSQL existe. Si je fais PostgreSQL, donc voilà, il existe, il est ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, on va aller zoomer sur la commande produit. Donc voilà. Comment ça marche? Je vais juste faire un peu de nettoyage. Donc voilà, comment ça marche? On a geol product, et puis ensuite quelques commandes détaillées, mais on met le nom d'un produit. Donc je vais utiliser la doc. Déjà, on va commencer voir sur Linux. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on voit les infos de la toute dernière version, donc avec la version du noyau, donc 6.17, qui a été réalisée le 28 2025, et pour l'instant pas de fin de vie connue, donc il n'y en a pas. Maintenant, si je fais la même chose, mais que je rajoute Ubuntu, qui est un autre produit, donc on va avoir une petite synthèse avec Ubuntu 25.10, et donc moi...
je suis en 240403 et je suis en LTS. Donc ça, c'est un petit détail qui est vraiment intéressant, le fait que je suis en LTS. Ici, déjà, je peux donner un petit indicateur, il n'y a pas de LTS. Et si je vais ici, hop, donc on retrouve bien la 25.10 qui est la dernière, et on trouve ici ma 2404. Donc voilà, donc ce sont les mêmes données, sauf qu'elles sont dans le terminal. Donc là maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être d'avoir une vue plus riche du produit. Donc pour faire ça, on va passer à avoir déjà un premier aperçu avec une description qui a été implémentée. Et ça, c'est vraiment innovant et propre à Geol. Ça n'existe pas sur les autres outils en ligne de commande, sur par exemple Ubuntu. Et donc là, je vais juste faire un peu de ménage pour bien mettre en avant, on va avoir la description du produit directement dans le terminal et vraiment formaté de manière vraiment sympa. Donc tout ça, c'est fait avec des libs de Charmcli, donc Charm Bracelet, hop, qui nous permettent de produire. Donc il y a plein d'outils, il y a plein de libs. Donc voilà, on utilise tous ces outils, toutes ces libs pour produire une expérience utilisateur dans le terminal vraiment super propre, super belle et vraiment agréable. Donc vous voyez là, je ne quitte pas mon terminal et j'ai mes informations directement. Ici, je vais regarder Postgre. Donc voilà, j'ai des liens. Si je veux connaître, si je veux pointer vers, dire ah bah oui, tiens, il y a telle version, qu'est-ce que ça m'apporte en termes de fonctionnalité? Eh bien, des gens en amont sont venus remplir avec les meilleurs liens possibles pour disposer des meilleures ressources possibles. Donc ici, je vais pouvoir comparer les fonctionnalités d'un Postgre versus un autre, la release roadmap, etc., etc. Donc voilà déjà pour la partie describe. On va revenir ici. Donc je vous ai montré la partie describe. Et puis maintenant, on va vouloir aller plus loin. Par exemple, avoir ce genre d'informations dans le terminal. Donc vraiment le calendrier des cycles de vie. Donc là, par exemple, je vais faire ceci. Je vais faire la vue extended. Donc si je fais hop, qu'est-ce que c'est que la vue extended? Donc je vais avoir tous les cycles, les dates, les périodes où c'est supporté, et par défaut on va avoir les 10 dernières, parce que c'est vrai qu'il y a des produits qui sont assez anciens, il y a beaucoup de releases. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder, tiens, on va aller regarder Quarkus. Donc Quarkus, je vais partir sur une option toute simple. Et donc là, on voit que, j'ai mes... Donc déjà, c'est beau, hein, c'est vraiment agréable. C'est vraiment très satisfaisant. Donc on voit que j'ai les cycles. On voit que j'ai mon badge qui me dit, qui me protège, qui me dit que je suis en LTS. Donc là, vraiment, les voyants sont plutôt au vert. Ici, j'ai la 3.28. Prochainement, il y aura la 3.29 avec la date de dernière release. Ici, je vois que si je suis dans une 3.25, eh bien, en communautaire, il va falloir que je passe, par exemple, en 3.28 ou alors que je reste coincé sur une LTS. Donc ici, la 3.20, voilà. Mais on voit que on nous montre 10 lignes alors qu'il y en a 48. Et donc, c'est là que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du monde dans la sortie pour avoir une vue un peu plus poussée. Et donc là, on découvre que bien, il y a une LTS, mais qui est en fin de vie. Donc là, la stratégie, en termes de maintenance, ça va être, par exemple, si on est vraiment sur les LTS, de monter en 3.20 ou en 3.27. Donc voilà un peu les possibilités de cette vue étendue. Et comme c'est mentionné dans la doc, on peut mettre plusieurs produits. Donc on pourrait très bien imaginer documenter une stack.
Donc documenter une stack, ça veut dire par exemple documenter un runtime Java et un framework qui dépend de ce dernier. Donc là, moi ce que je vais faire comme exemple, une stack que j'aime bien, ça va être, donc je vais prendre Mandrel. Donc là par exemple pour illustrer la chose, qu'est-ce que c'est Mandrel? Donc vous voyez en plus quand on fait ce genre de travaux, avec de la veille, on apprend énormément de choses. Mandrel. Voilà. Donc Mandel, c'est une PR qui a été faite. Et donc bah, on va y aller depuis le terminal. Donc Mandrel, ça va être le runtime Java. Et puis dessus, on va appuyer Quarkus. Et donc là, je vais avoir un reporting complet de ma stack avec le détail sur Mandrel, comment est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Et puis le détail de la stack sur Quarkus. Donc voilà comment on est. Imaginons que par-dessus, je viens de mettre un trafic devant mon Quarkus. Donc là encore, si je viens ici, hop, trafic, je sais pas, trafic, voilà. Donc on voit que trafic fait bien partie de End of Life. Voilà. Donc on va rebasculer côté terminal. Et si je veux avoir vraiment le bout de ma stack, vous voyez, je pars du plus bas vers le plus haut, on va dire. C'est très simple. J'ai juste à ajouter et j'ai mon reporting complet. Donc là, on voit que, et oui, donc là, il faudrait soit être en 2.11, soit être en 3.5, parce que le reste n'est plus supporté. Donc potentiellement, je suis en risque. Si j'augmente le nombre d'items, donc trafic, et oui, non, là, il n'y a vraiment pas à tortiller. Il faut aussi, je peux être soit en 2.11, qui finit l'année prochaine quand même, donc il y a de la vigilance là, soit aller en 3.5. Qui est assez récente. Et pour le reste, voilà. Donc déjà, on voit que dans le terminal, j'ai vraiment un truc vraiment sympa, performant, super custom. Et puis, je peux rappeler ma commande quand je veux, avec toujours des données vraiment à jour. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que peut-être, je vais avoir envie de transporter ce petit rapport à d'autres, le partager, par exemple, dans une issue sur GitHub, par exemple. Donc, pour collaborer et mener en place des actions, mettre en œuvre des actions. Donc là, pour ça, eh bien, tout simplement, en tant que, par exemple, si je me positionne en tant que sysadmin, je vais appeler ça report Java. Moi, je vais l'appeler Geol, oui, report Java Stack. .md. Donc je vais rediriger ma sortie et là comme on voit j'ai produit un fichier et puis c'est vraiment du texte. Donc voilà, donc c'est du Markdown. Là je peux le visualiser en mode Pretty dans mon terminal, mais en termes de source code, le voilà. Donc si je l'ouvre dans un éditeur, donc pas de surprise, j'ai mon Markdown. Et puis si je veux l'enrichir de commentaires ou faire des choses comme ça, pas de souci. Et également si je veux avoir un preview, j'ai ce genre de choses. Donc là déjà maintenant on va commencer à basculer dans le mode customisation, processing de documents et toute cette chaîne. Donc partant de là,
je vais pouvoir produire des documents dessus, mais dans d'autres formats, par exemple du docx, du HTML, du PDF. Et donc là, c'est ce on va poursuivre l'exercice avec ça. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va tester avec Pandoc. Et ah bah ouais, j'ai fait ça, mais pas ok. On va regarder des commandes que je les connais pas par cœur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Markdown? Eh bien déjà, on voit que a priori, on pourrait produire un PDF. Donc en adaptant cette commande, donc si je fais pandoc, ensuite vous voyez, c'est simple, je mets le nom du fichier et ensuite je vais mettre en sortie, hop, ça va être un PDF, et puis je vais lui dire pour compiler le PDF que ça va être ce moteur là. Donc là vous voyez, je prends la sortie et puis je la fais processer. Bon, visiblement il n'y a pas d'erreur, il y a un PDF qui a été généré et puis on va voir ce qui est en sortie. Voilà, donc j'ai un PDF avec un design LaTeX, avec une table des matières, et donc là j'ai le reporting sur ma stack. Donc déjà, ben voilà, avec très peu d'efforts, j'ai produit ceci. Également, avec ce Markdown, ce qui peut être fait, c'est que je peux faire une issue. Donc là, si je vais sur Geol, par exemple, un cas, hop, donc je pourrais dire, décidément, on pourrait se dire, il faut que je fasse un reporting sur ma stack, j'ai une phase de maintenance à faire, où est-ce que j'en suis, fais-moi un reporting sur cette stack. Donc après, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver, dont celle-là, mais là, ici, on va se mettre dans un cas vraiment, c'est le MVP hein, aujourd'hui, hein. Donc faire reporting de la stack Java, et puis je mets ma sortie brute de Geol. Et donc dans le preview, eh bien, je vais avoir quelque chose de vraiment, vraiment propre. Et si je le mets dans un Markdown, ce sera indexé, etc., etc. Donc voilà pour la sortie Markdown, exploitée direct. Mais on peut aller encore plus loin. Et donc là, cette fois-ci, on va faire le saut, on va transformer les documents. Donc Pandoc, déjà, c'est une transformation. Mais on va utiliser Pandoc pour transformer ça en ASCII-Doc. Donc on va pas faire un cours sur ASCII-Doc, mais voilà, on va utiliser ASCII-Doctor, ASCII-Doc. Pour ceux qui sont intéressés, ça se passe ici. Ici on est sur le About, donc voilà, hein, et c'est très documenté et c'est super. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce Markdown, on va le transformer en ASCII-Doc. Donc là déjà, on voit qu'on a des exemples de code qui ont fait ça déjà. Donc Pandoc, encore une fois, je prends mon Markdown en entrée, je lui dis que c'est du format Markdown, mais que en sortie, je veux de l'ASCII-Doc et que je veux dans le fichier ASCII-Doc JavaStack. Voilà. Donc, est-ce qu'on a bien notre fichier? Oui. Maintenant, donc je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. À quoi ressemble ce fichier? Donc c'est vraiment du texte brut, hein. C'est un autre format de texte.
Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller le visionner quand même dans VS Code, puisque là encore, on a probablement des options de preview. Voilà, ça arrive. Voilà, donc on voit que le preview est sympa, c'est un peu comme du Markdown, c'est un peu pareil, on va dire. Et donc également, ce qu'on va dire, c'est que tiens, on aimerait bien avoir un rapport PDF généré à partir de cet ASCII doc. Donc rappel, on est dans Geol, on sort en Markdown, on transforme en ASCII doc, et de l'ASCII doc, on va vouloir produire un nouveau PDF. Pour cela, on va utiliser ASCII Doctor, et on voit qu'on a déjà des commandes. Donc on va utiliser ça. Donc vous voyez, la commande, elle est assez simple. Et ensuite, je vais prendre mon report au format ASCII doc. Et a priori, c'est tout. Donc, petit commentaire sur la commande ASCII doc PDF. On ne va pas faire un cours sur ASCII doc PDF. Mais en gros, je demande que ça doit générer une table of content. Je veux avoir un niveau de profondeur de section de 4. Et évidemment, en entrée, je veux utiliser le fichier ASCII doc qui a été produit. Donc là, j'ai écrasé le fichier précédemment créé en PDF, donc on ne pourra pas comparer, mais je pense qu'on s'en souviendra. Et puis, on va venir ouvrir le PDF et voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, on voit que ça n'a plus grand chose à voir, ça change pas mal le layout. On peut aller plus loin et ce sera fait dans le futur. Mais voilà. Et puis on a la table of content, donc on peut se balader, etc., etc. Et évidemment, si je viens rajouter voilà mon report custom, etc. Donc je viens rajouter des annotations, des petites choses un peu custom, et que je régénère mon PDF. Voilà, donc il n'y a pas d'embrouille, hein, tout est vraiment parfaitement détaillé. Et puis dans les métadatas, en l'état, aujourd'hui, c'est pas forcément très riche, mais ça c'est des choses qui vont être travaillées dans le futur, mais c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le MVP, et donc tout ça, c'est dans le MVP. Donc on peut exporter ça en EPUB, en DocBook, en plein de formats, et également en HTML. Donc ça dépend vraiment, le but c'est de s'adapter au mieux au cas d'usage, de documentation et de chaîne de traitement, selon qu'on est plutôt manager, plutôt développeur, plutôt DevOps, plutôt sysadmin, etc. Donc vraiment, c'est fait pour atteindre le maximum de personnes, produire le maximum de connaissances et avec un minimum d'efforts. Également, ce qui est sympa, c'est que ça s'utilise très bien avec des IA. Donc là, rapidement, je vais utiliser un assistant. Et je vais mener un dialogue avec l'assistant. Et déjà, je vais lui dire d'apprendre à utiliser la commande Geol à l'aide de sa man page. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc oui, je vais l'autoriser à utiliser. Donc il va venir lire la man page. Et puis je vais lui dire un peu ma situation. Donc j'ai une application qui tourne sur Postgre SQL 11. J'aurais dû
Geol product Mandrel. Ah. Donc par exemple, je vais zoomer un peu. Je vais lui dire que j'ai un runtime Mandrel Mandrel 23.0 et puis je vais aller voir côté trafic. Je vais être sympa, je vais dire trafic 3.11. Rédige-moi un rapport de l'état de ma stack. Et donc là, on va voir comment il se débrouille avec l'outil directement. Donc il déploie son raisonnement, donc il va utiliser pour vérifier les dates de fin de vie de chaque composant. Donc autoriser Geol, oui. Et donc là on voit qu'il va aller taper sur PostgreSQL. Donc là il a eu ses réponses. Donc on voit qu'il a tout de suite appris avec la commande man, il a tout de suite appris comment marchait l'application. Donc ça c'est un peu comme dans Matrix où Neo apprend à faire du Kung Fu. Voilà, donc là il a appris, Gemini a appris à faire du Geol. Voilà. Par contre, non. Non, je veux écrire le rapport dans stack. Voilà, je veux pas écraser mon autre travail. Et voilà. Donc là, il produit l'analyse, donc il utilise les données, il fait l'analyse et il va me produire. Donc j'ai un fichier stack.md. Qu'est-ce que ça donne? Donc date de production du rapport, ah oui, pas bête. Donc là on est le 23 octobre. Oui, ce rapport détaille l'état de maintenance des composants de la stack applicative. Postgre 11, donc obsolète. Mandrel 23, planifier la mise à jour immédiatement, donc là critique. Et trafic 3.1. Voilà, 2 des 3 composants de la stack sont déjà en fin de vie et ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité. Le 3e composant, Mandrel, atteindra sa fin de vie dans moins de 3 mois. Il est impératif de procéder. Là. Donc là, ce que je vais faire, si je me mets comme ça, je vais me mettre sur un projet où on me demande de faire une analyse. Je vais sur le projet, là c'est juste un exemple. Je fais donc warn maintenance stack. Hop, je colle ça. À quoi ça ressemble? Oui, c'est propre. Je crée issue. Et puis c'est tout. Job done. Voilà. Donc là, j'aurais très bien pu demander également de me créer l'issue, etc., etc. Donc vous voyez, donc c'est super performant, c'est super rapide. Donc voilà pour la démo. Vous voyez qu'à utiliser, si vous-même vous ne savez pas l'utiliser, il suffit de demander à un assistant d'apprendre à l'utiliser et le tour est joué. Voilà pour l'unboxing qui est assez long mais j'espère assez complet. Je pense qu'on a vu toutes les commandes avec surtout le potentiel et le travail d'export aux fichiers pour collaborer avec différentes plateformes. Donc il va sans dire que par exemple avec Gemini ou avec Crush par exemple, si on a des tools ou des MCP, eh bien on va pouvoir automatiser ça pratiquement à l'infini, créer une issue dans Jira, rédiger un wiki, déclencher ceci, déclencher cela. Donc quelle est la suite? Donc ça se passe dans le About, donc la suite c'est la roadmap.
Et qu'est-ce qu'on a de beau dans la roadmap? Eh bien, en cours de dev, donc ceci, qui devrait en intéresser certains. Donc l'idée ici, ça va être de documenter en continu l'état d'une stack, comme je viens de le faire ici, mais avec un fichier structuré, ce qu'on a appelé un watch file. Donc là, pour l'instant, on est encore en cours de dev, et on n'a pas commencé à jouer comme j'ai commencé à jouer avec le Markdown. Donc l'idée, c'est de définir une stack avec des clés. Ici, un nom d'application, donc c'est mon application ou une stack template. Ça, c'est selon le persona qu'on va utiliser. Donc les personas, pour être précis, et puis en même temps se faire un peu plaisir. Les personas, quels sont-ils? Donc voilà, ils sont listés ici. Et donc également, ça va nous permettre d'augmenter notre culture générale sur, par exemple, qui est Ken Thompson, etc. Donc là, par exemple, Ken Thompson, ça va être le sysadmin, par exemple. Voilà, c'est le sysadmin, puisque c'est lui qui a inventé Unix en gros. Voilà. Donc, selon les prérogatives de chacun et les intérêts de chacun, on va pouvoir customiser ce fichier et produire des rapports, éventuellement dans différents formats, et avoir des codes retour d'erreurs ou de succès pour nous alerter, par exemple, avec de la CI. Donc là, par exemple, la première idée, ça pourrait être sur de la CI, mettre ce fichier et dire, bon ben voilà, j'ai déployé mon application sur tel stack, PostgreSQL 11, etc. Je mets mon appli là, et puis je la laisse vivre, je planifie mon action de manière, par exemple, hebdomadaire ou quotidienne. Et quand on va commencer à s'approcher de la date de fin de vie d'un des composants, et bien là, directement, je peux avoir une issue, un rapport, et dans ma CI, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est encore vraiment en cours de dev depuis cette semaine. Voilà. Donc si vous voulez suivre, c'est par ici que ça se passe. C'est un projet où on met peu de capacité. Donc pour suivre vraiment ce qui va être fait ou ce qui est fait, voilà, ça se passe ici. Également la prochaine grosse feature, donc celle-là elle est vraiment plus grosse, ça va être de travailler des exports plutôt orientés data engineer. Donc voilà, pour les curieux, ça se passe ici. Voilà pour la démo. Donc je pense avoir tout montré pour un MVP qui est quand même bien costaud et que j'utilise. Donc on revient au départ, hein, donc Eat Your Own Dog Food. Et bien voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer d'intéressant? Si ça vous intéresse, venez follower la repo ou installer avec Brew et puis tenez-vous à jour. Également, on utilise comme outil donc Gorilleaser qui nous fait toute l'automatisation du build, les artefacts, etc. Donc super outil et donc on est à fond dessus. Tout est géré par des commits conventionnels. Donc tout se fait vraiment en automatique, c'est ce qui nous permet de réaliser très vite, par exemple de fixer des bugs ou des choses comme ça. Également en termes de qualité, donc là, le Go Report est produit là aussi en continu, donc vous pouvez regarder, on est totalement transparent sur quelle est la qualité, donc là c'est niveau A+, donc excellent. La doc du code. Voilà. Également, on lint. Donc tout ça, ça fait partie de la CI. Donc on voit qu'on est alerté dès qu'on ne satisfait pas les critères de qualité attendus. Et également, on a le badge des best practices du développement open source. Donc ça a été fait et donc on est tout à fait transparent sur ce genre de choses. Le code of conduct à lire si vous voulez contribuer ou si juste vous voulez interagir, à faire des issues, des pull requests et ce genre de choses. La licence, je ne vais pas revenir dessus. En termes de sécurité, seule la dernière version est maintenue.
Donc pour un logiciel qui maintient les cycles de vie, voilà, donc on est parfaitement transparent. Donc voilà, c'est du best effort. Et donc on maintient uniquement la dernière version. Donc on vous encourage très fortement à systématiquement updater tout ça. Et puis pour les vulnérabilités, ben, il y a des guidelines qui sont donnés. En termes de sécurité, on a mis vraiment le paquet. Donc vous voyez qu'on est à 100%. Et que sur la CI, on utilise CodeQL qui nous permet d'analyser vraiment les lint. En tout cas, oui, donc on a activé CodeQL sur Go pour être sûr d'être vraiment au maximum de la sécurité. Voilà, cette fois-ci, vous savez tout. Les issues, c'est par ici. Moi, je vous encourage surtout à venir regarder le projet et puis à utiliser Geol et puis à faire des retours, des feedbacks. Et puis voilà. Et surtout, ben, la sécurité avant tout et la sécurité à moindre effort et en continu et pour tous. Voilà pour la démo, l'unboxing, un peu costaud. Et donc voilà, c'est ici que ça se passe. Plein de ressources. Également, vous pouvez le builder par vous-même. Et puis, ben, pour finir, je pense que le mieux, c'est encore de regarder qu'est-ce que fait Geol. Voilà, donc venez, c'est le MVP, c'est la 1.2.0, c'est maintenant. Et puis voilà, à vous de jouer. Et puis comme d'hab, eh ben, n'hésitez pas à donner des feedbacks. Allez, salut, ciao.